This phone is dead. What? They like the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Mais yo, comment ça va? Le gain a l'air bon, c'est génial, le rythme est bon, ça fait longtemps qu'il est dans la musique. Je dis ça parce que sur Hobgoblin ça crachait de fou. Du coup, faudrait peut-être que je me mette un peu au mixage, passer ça dans un compresseur, mais bon, mes skills sont à peu près proches de zéro en montage, donc je vais vraiment laisser tranquillement le petit Blue Yeti faire son taf, et nous, on va continuer tranquillement. Et en parlant d'Hobgoblins, d'ailleurs, le podcast est toujours pas sorti. J'ai décidé de le sortir fin du mois. Donc tous les 28 du mois, normalement, je sortirai un petit podcast. Parce que comme ça me laisse le temps de faire autre chose à côté. Et comme de toute façon, c'est pas non plus écouté du tout. Mais ça me fait tellement kiffer de faire ça que j'ai pris la décision de me lancer un petit podcast par mois. Je vais essayer d'ailleurs aussi de me mettre au short. Non pas dans le but de faire du forcing sur mon podcast, mais de découvrir un peu la méta short. Parce que moi, je suis arrivé vraiment largement avant ça. Et j'ai été un peu dépassé par la méta short et j'aimerais bien essayer un peu, voir comment ça se boutique tout ça. Donc je vais essayer de faire des petits shorts, on verra comment ça passe dans le but de promouvoir un peu mes podcasts. Je vais pas en blinder, je ferai un short par podcast, du coup ça va me faire m'entraîner sur un autre format de vidéo et c'est cool. Mais bon, nous aujourd'hui on avance parce que on a du pain sur la planche, mine de rien. On a un podcast qui va être assez dense, assez riche et va falloir qu'on avance. J'espère taper les pas trop longs, mais quand je vois toutes mes notes, oh la vache. Et aujourd'hui on parle de Terror Toons et je suis tellement content de parler de cette saga et de son super concept d'animation super original. Ça fait longtemps que j'avais envie de me pencher sur cette saga et j'avais jamais pris le temps. Parce que moi, il faut savoir que cette saga, je la connais depuis quand même assez longtemps. Dans le sens où, je dirais vers fin collège, j'étais un peu fan des Uncut Movies. On en a parlé dans Violent Shit. Donc c'est une maison d'édition qui va prendre un peu des films niches indépendants et qui va les éditionner en DVD, souvent dans des éditions de 1000 exemplaires, et va les distribuer un peu partout en France. Et moi j'avais de la chance, dans mon Leclerc il y avait un gars qui était fan de films d'horreur et du coup il les commandait et il les mettait dans le rayon DVD horreur, et donc c'est comme ça que j'ai découvert Uncut Movie. Et parmi ces Uncut Movie que j'ai pu acheter, parce que j'en ai acheté plusieurs, il y avait ce film qui s'appelait Bloody Toon à l'époque, et moi c'était un genre de cinéma qui m'attirait trop. Du coup je me suis dit bah let's go, je prends le DVD avec l'argent que t'as à Noël, tu l'achètes, ça coûtait cher à l'époque, hein, ça coûtait 15 balles ce petit DVD. Et je me suis retrouvé en possession de Bloody Toon. Et je me suis dit, j'ai mis le DVD, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je me suis rendu compte en fait pendant le film que c'était Terror Toon 2 en fait. C'est en France qu'on l'a appelé Bloody Town. Et aux États-Unis, ça s'appelle Terror Toon 2. Du coup, je me dis, ah ben c'est le 2, faut que je voie le 1. Du coup, j'ai rangé le DVD dans ma filmothèque et je l'ai jamais repris. Mais bon, pour les joies de ce podcast, j'ai déterré ce vieux DVD de Bloody Town qui est rangé juste à côté dans ma DVD tech de Killer Clown from the Outer Space, et ça prend tout son sens quand tu vois le film parce que c'est vraiment des films hyper semblables. Et ces deux DVD là ainsi que les autres qui l'entourent dans ma DVD tech, on ressent totalement dans ce côté comico-gore un peu splatter des influences qui sont totalement cartoonesques, un peu irréelles, et ça va être le sujet du jour. Terror Toons va l'exploiter à 200%, d'ailleurs c'est dans le titre, Terror Toons, c'est clairement une référence, enfin c'est des cartoons, mais tu sens que tous ces réalisateurs, ainsi que tous les spectateurs, et même peut-être tous les enfants qui ont eu une télé d'ailleurs, sont ou ont été influencés par des cartoons à un moment dans leur vie, et eux, ils en ont fait des films. Moi, quand j'étais petit, j'ai tellement saigné les Looney Tunes. D'ailleurs, j'ai appris en faisant ce podcast que celui qui avait créé Bugs Bunny et Daffy Duck et tout le bordel, c'était Tex Avery. Et moi, je confondais un peu tout ce qui était le monde foot Tex Avery. Je pensais que c'était pas relié aux Looney Tunes, mais c'est totalement relié. En fait, c'est le créateur, voilà. Pour ceux qui savaient pas, et pour ceux qui savaient, ben, désolé d'être inculte à ce niveau-là. Mais voilà, les cartoons, moi en grandissant, j'y ai toujours trouvé une violence qui était déconstruite et qui s'adaptait très bien à son public. Après, quand je dis ça, c'est à bon entendeur, bien évidemment. Je sais qu'il y a eu certains dérapages pendant certaines guerres ou même un peu plus tard. Voilà, c'est à bon entendeur tout ce que je dis là. Encore un petit disclaimer, en aucun cas on ne prône la violence dans le monde réel. Vous le savez très bien, si vous écoutez ça, c'est que vous êtes fan d'un genre, fan de la création, fan de l'artistique, mais en aucun cas on est violent. Voilà, merci. Parce qu'on sait avant tout que les cartoons, c'est un humour qui est goofy et qui laisse place à un imaginaire sans limite, et nous, c'est ça qu'on défend.
Monkey D. Luffy Gear 5, je vous jure qu'en propos c'est une masterclass cette transformation. Aujourd'hui je vais pas rentrer essentiellement dans ce débat fondamental qui est les cartoons sont-ils trop violents, t'as tellement d'antithèses qui vont venir contrebalancer ce qu'on va voir aujourd'hui, comme par exemple Itchy et Scratchy qui est même cité par Joe Castro lui-même en interview, Joe Castro qui est le réalisateur des Terror Toons et le main character de notre podcast. Donc voilà, tout ce que je tente d'amener ici, il y a plein d'autres choses qui le déconstruisent et on est au courant, hein. Les dessins animés, il y en a qui sont pour adultes, il y en a qui sont pour enfants, c'est pas mon taf. Aujourd'hui, juste, on kiffe. Et même qu'ils soient pour les adultes ou pour les enfants, on s'en fout. Moi, j'aime toujours les dessins animés. J'aimerais toujours les dessins animés. Je suis un grand fan de tout ce qui va sortir de Cartoon Network. Je suis un grand fan de tout. Les dessins animés, c'est génial. Voilà. Et quand on me dit que ce monde cartoon slash dessin animé slash tout ce que vous voulez peut se mélanger au monde réel, au monde live action dans des films, mais moi, je suis tellement heureux quand je suis tout petit, on me sort deux VHS qui sont Mary Poppins, un film de 1964, et L'Apprentie Sorcière, un film de 1971, donc deux ancêtres pour moi petits, et qu'on me montre ça et que on se rend compte que c'est possible, que ça a été fait. Je me souviendrai toute ma vie, je pense, de ce gros match de foot. J'ai jamais trop aimé le foot, et pourtant le match de foot de L'Apprentie Sorcière, je l'ai poncé, mais comme jamais. Et d'ailleurs, juste merci Disney pour ça. Merci pour ces deux films. Après, on m'a donné Peter et Elliot le Dragon. En film de 1977, je l'ai pas aimé. Et ce film, vraiment, c'est peut-être un trauma d'enfance. Je n'arrivais pas à rentrer dedans et j'ai trop peur de le revoir aujourd'hui. Si ça se trouve, il est génial comme film. Et il me fait trop peur. Et voilà, je dis ça parce qu'en fait, je suis allé voir la liste des films d'animation en prise de vue réelle par Disney. Et je suis tombé du coup, sur ces trois films et ça m'a rappelé plein de souvenirs. J'ai vu aussi qu'il y avait Tron en 82. J'ai découvert aussi en 84 qu'il y avait Starfighter de Nick Castle. Je ne savais même pas que Nick Castle avait réalisé un film en prise de vue réelle, qui plus est sorti par Disney. Comme quoi Nick Castle, qui est notre Michael Myers, qui est derrière le costume de Michael Myers, c'est pour ça que je le connais en tout cas, c'est une grosse pointure finalement. Et là, t'arrives en 1988 et c'est l'apogée du cinéma. T'as ce dieu qu'est Zemeckis qui nous sort Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je vais pas en parler ici parce qu'on a vraiment du pain sur la planche. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre déjà, mais il va falloir tracer si on veut pas taper les 2 heures. Mais ce film, c'est un film de fou furieux qui va mélanger tellement de nouvelles techniques. Franchement, c'est un film pionnier. Enfin, c'est un des derniers films du coup. Enfin, j'abuse peut-être, mais un des derniers films qui a été tourné en pellicule et qui a eu des techniques d'animation en prise de vue réelle et tout sur la pellicule. Mais il y a tellement d'effets, que ça va de la rotoscopie à même les jeux de lumière et trempés dans plusieurs bains différents pour... C'est fou, ce film est fou. Je vous conseille d'aller, si vous connaissez pas l'histoire de ce film, allez regarder peut-être une vidéo YouTube ou allez vous renseigner sur le sujet parce que la production de ce film est totalement folle. Il n'y a pas que la production de ce film qui est folle, il y a aussi le produit en lui-même. Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film d'exception. En vrai, t'as ce cartoon foufou, mais en même temps qui devient un film noir. Tout est génial dans ce film. T'as des propos qui sont vraiment très profonds. Et moi, je trouve en vrai que Qui veut la peau de Roger Rabbit est la synthèse parfaite de ce que j'essayais d'amener avant. C'est l'apogée pour moi de ce qu'est les techniques d'animation, prise de vue réelle en analogique. Ce film est... de toute façon, je vais même pas parler de... Il va me servir de tremplin ce film, mais... Si vous avez jamais vu Qui veut la peau de Roger Rabbit, je pense que vous l'avez tous vu, mais allez revoir et encore revoir ce film de Zemeckis parce qu'il est génial. On commence à savoir qu'un succès aussi bien critique que commercial dans ces années-là, ça donne envie à certaines personnes de surfer sur le succès. Bon, c'est ce qui nourrit le podcast d'un côté parce qu'on a chroniqué et on va chroniquer pas mal de films qui sont issus justement de grands succès. Mais en l'occurrence là, ça va donner... des mauvais trucs, vraiment un film que même Roger Corman va refuser de produire, c'est pour vous dire, hein, quand vous voyez le bonhomme que c'est, toutes les merdes qu'il a produit, et refuser de produire un tel film qui, par la force de Fred Olden Ray, va s'autoproduire pour pouvoir sortir en 1992, et il s'agit de Evil Toon. And the place is really coming to life. Something funny's going on there. He's got a taste for the good life. Remember the drawing of the beast? It's gone. And he's on a quest for flesh. En vrai, ce film nous intéresse juste pour une chose, donc on va juste brièvement y passer. Je me le suis mangé pour le podcast et c'est vraiment un film de gros porc déguisé. C'est juste un prétexte pour mettre toutes ces actrices à poil et c'est dégueulasse. Vraiment, ce film est horrible. C'est long, c'est chiant. Le toon, le toon hein, qui est Evil. Bon, je comprends, le autoproduire et mettre un toon, ça coûte cher. Mais du coup, il apparaît, sérieusement, je pense, si on cumule, je suis pas allé voir, vérifier, mais il apparaît peut-être 2 minutes 30 en tout. Et quand il apparaît, c'est pour, attention, agresser sexuellement des meufs. Il n'y a pas de vanne dans ce que je raconte. C'est super triste, mais c'est la réalité. Il apparaît pendant 1 minute, il agresse une femme, il prend son apparence, il la possède,
Et hop, c'est ciao le toon, il n'existe plus. C'est GG Wellplay, c'est fin de partie. Maintenant, on suit juste la dame et ça devient un film de possession un peu nul. Il n'y a rien à sauver dans ce film en vrai, à part si il y a Dick Miller, j'adore ce gars, mais bon, tu sens qu'il est là juste pour le chèque. En plus, il a une mort qui est horrible et ça le dénigre, hein, ça dénigre sa carrière d'avoir une mort comme ça. Elle est vraiment éclatée, je vais pas l'expliquer, elle est sexuelle, elle est horrible. D'ailleurs, il meurt même pas Dick Miller parce qu'ils reviennent tous à la fin du film. Voilà, le twist interdit. D'ailleurs, Dick Miller qui est aujourd'hui décédé repose en paix et merci pour les travaux. Mais voilà, il n'y a rien à sauver dans ce film à part Dick Miller et un certain FX qui est un Necronomicon qui a été fait à la main un peu animatronique, je dirais, je sais pas, ça bouge. Et il faut savoir que ce Necronomicon, d'ailleurs, qui quand est envoyé au feu, il pleure de sorte de lait, mais c'est un peu bizarre. On dirait que c'est en matière un peu pâteuse, un peu louche à l'idée du film. Faut savoir que ce Necronomicon, donc pour ceux qui ne savent pas, le Necronomicon est un livre un peu maudit qui a été créé par l'écrivain H.P. Lovecraft et qui a été popularisé dans les Evil Dead de Sam Raimi. Et ben il a été conçu, enfin ce petit animatronique du Necronomicon avec le visage qui bouge sur le livre a été conçu par un jeune maker FX qui s'appelle Joe Castro et c'est son deuxième film dans lequel il est crédité. Et Joe Castro, ça va être notre personnage principal. Donc voilà, savoir qu'il a commencé son deuxième film crédité sur Evil Toon, et plus tard sa saga phare c'est les Bloody Toon. Le lien est là, ça nous permet d'introduire Joe Castro et ça nous permet de mettre sur le côté Evil Toons, que je ne conseille à personne d'ailleurs. Alors qui est Joe Castro ? Eh ben Joe Castro c'est quelqu'un qui est passionné depuis tout jeune par le cinéma. C'est toujours quelque chose qui l'a inspiré, et au-delà de ça, lui, il aime tout ce qui va être un peu dinosaure, perspective, là, les grandeurs, hein, son souvenir le plus lointain en tout cas de cinéma. C'est lui qui, en vacances, est devant le film Godzilla, c'est son père qui est là à ce moment-là, et qu'il met devant le film Godzilla vs Smog Monster, donc Godzilla contre Hedorah en France. C'est ce film qui va lui donner envie de faire du cinéma. À la fin, il va retourner voir son père et il va dire « Oh waouh, mais comment ils ont fait ça, ça lui a mis des étoiles dans les yeux », et un peu plus tard, on va lui acheter un bouquin qui s'appelle How to Make a Monster, et il y a même sa maman qui lui achète un caméscope, donc il faut savoir qu'il expliquait que ça coûtait super cher à l'époque les caméscopes, enfin même toujours maintenant, mais voilà, c'était un investissement et ça se sentait qu'il était passionné au point que ses parents lui achètent un caméscope. Voilà, et donc lui il va grandir avec ça, il va même carrément se bouffer du splatter en VHS à foison. Et c'est dans cette même période VHS que t'as un ami de la famille ou je ne sais qui lui offre une carte dans un comic store et qu'il va tomber sur le magazine qui s'appelle Cinemagic. Et c'est là où il va commencer à apprendre à faire ses premiers FX, ses premiers make-up. En vrai, toute sa base de ses connaissances viennent de ce magazine. Et lui, il dit que tout ce qui est made by hand, c'est tellement gratifiant. Et c'est pour ça que lui, il va se donner la peine d'apprendre tout ça. Et il va passer des heures à construire des trucs dans son garage. Et à essayer de donner vie à son imaginaire, en fait. Et du coup, voilà, tu ressens déjà un peu le truc cartoon qui arrive au loin. Ces petites créations vont lui permettre d'accumuler de l'expérience, et si tu combines ces expériences avec son talent naturel et son envie, sa passion, ça va lui permettre petit à petit de rentrer dans la boucle du cinéma. Alors son premier film crédité, en tout cas, c'est ce qu'il a dit en interview, je ne l'ai même pas trouvé sur IMDb, mais c'est Steel and Lace en 1990, donc c'est un film de Ernest Farino, Ernest Farino, qui était lui un special effect coordinator de légende, pour Joe Castro en tout cas, parce qu'il a bossé sur des films comme Terminator, il a été optical consultant sur Abyss, il a été même aux effets visuels sur The Thing de Carpenter, donc c'est quand même quelqu'un de confiance, et commencer sur un film d'un gars comme ça, c'est super gratifiant. Et d'ailleurs ce film qui est Steel and Lace, il a été produit par David DeCoteau, assez marrant quand on connaît le personnage, et je ne ferai jamais les Puppet Master dans ce podcast. Voilà, je les ai tous vus les Puppet Master un par un, et Dieu sait que je ne me les retaperai pas pour ce podcast, mais ça me permet au moins de placer David DeCoteau ici. D'ailleurs il va revenir dans ce podcast, je sais même pas si je l'ai noté, mais en tout cas je l'ai revu au fil de mes recherches, je l'ai revu une ou deux fois, donc voilà, et Puppet Master 3 c'est le meilleur. Voilà pour ce qui est de son premier film crédité. Après, il a dû en faire d'autres avant, mais malheureusement non crédité, ça arrive dans le cinéma. Son deuxième film crédité, ça va être Evil Toon, qui c'est pas retrouvable d'ailleurs ça sur sa page IMDb. Ils ont dû, sur la page IMDb de Evil Toon, ils ont dû mettre le mauvais Joe Castro, mais il l'a dit en interview que c'était lui sur Evil Toon. Voilà, donc ça c'est avéré. Et petit à petit, il va commencer à se faire un petit nom, à tel point qu'il explique que son travail est tellement bien fait par instant qu'il y a certains réalisateurs
leur mise en scène n'est tellement pas à la hauteur pour son travail qu'ils préfèrent cut des scènes où lui il a fait les make-up pour ne pas se faire voler la vedette. Voilà, donc c'est assez fou d'en arriver à ce point-là. Il enchaîne les films. En 1996, il va notamment travailler sur Uncle Sam de William Lustig et Larry Cohen au scénario, qui est quand même un film assez connu, assez pionnier. Il va notamment travailler aussi sur Godzilla Warfare, donc comme quoi il lâche pas l'affaire. Les Godzilla et la perspective, on va le revoir à plusieurs instants dans les Terror Toons, mais c'est quelque chose qui l'inspire vraiment, et le fait de travailler sur Godzilla Warfare en est la preuve. Et un beau jour, avec son ami Marc Villalobos, ils se rendent sur un set pour aller faire une reconstruction de la crucifixion de Jésus-Christ, rien que ça, donc forcément nous ça nous rappelle Violent Shit 1. Et devant eux, donc la voiture devant eux, il y a un autocollant avec une sorte de cartoon dessus, et ils commencent tous les deux à brainstormer, et c'est ainsi que est venue l'idée de Terror Toons. Ils vont louer une caméra pour le week-end, et ils vont se dire bah let's go, on fait Terror Toons. Have broken through the fragile veil that separated us from them. Now, only one woman has the power to stop the insane carnage. Terror Toons, c'est un film qui va sortir en 2001 et qui va leur prendre 3 jours de tournage complètement drogués, j'imagine. Mais en plus de ces 3 jours de tournage, je pense que ça leur a pris pas mal de temps de préparation de par les costumes et pas mal de temps de montage, parce que c'est les premiers pas de Joe Castro avec le numérique, et c'est plutôt réussi pour le coup. Donc cette fois-ci, on va revenir plus vite sur les films, parce que dans les podcasts précédents, on s'attardait peut-être un peu trop sur le détail de chaque film, et c'est vrai qu'en format podcast, ça perd un peu de son charme, donc je vais essayer d'aller plus vite, à part peut-être pour le 3 ou le 4 où ça va plus détailler, mais pour le 1 et le 2, en tout cas, on va essayer de tracer ça. Joe Castro, il nous met dans le bain et dans l'ambiance un peu numérique, cartoonesque dès les premières images. Ça commence avec ce vieux taré qui est Dr Carnage, donc le personnage principal de tous les Terror Toons, sauf le 2, enfin le main caractère, en tout cas c'est pas le personnage principal, mais c'est la figure de Terror Toons. Et ça commence avec lui qui fait des expériences un peu à la numérique, mais en même temps il y a des effets pratiques sur un gars, et lui tire ses organes à l'infini. Genre vraiment il tire sur son intestin, mais il vient à l'infini son intestin. C'est assez marrant. Du coup voilà, c'est là où tu détournes un peu le gore. Ce moment est assez gore et visuel parce que l'intestin il est pas en numérique, il est en réel. Ça doit être une sorte de corde qu'ils ont pas en rouge. Mais voilà, donc le fait qu'il tire sur l'intestin, ça bascule dans le splatter comico-gore. Ensuite ça nous installe les personnages qui vont être victimes de Dr Carnage et des autres toons. C'est une famille en fait, pour vous la faire courte, c'est une famille dont les parents vont laisser les enfants, enfin la maison aux enfants pendant peut-être le week-end, et du coup ces 2 sœurs, la grande sœur va faire une soirée, la petite sœur va rester regarder des toons, et c'est là où ça va dégénérer. Et dès ce moment-là, même si tu l'avais compris avec la scène d'intro, le film est totalement libre dans le sens où la mère c'est une drag queen, donc forcément ça renvoie à un cinéma qui est très inspiré par John Waters. John Waters qui est quelqu'un qui a beaucoup inspiré Joe Castro, et il disait que John Waters était un des premiers gars qui lui ont prouvé que on peut mettre des gays dans ses films, parce que Joe Castro est homosexuel, et c'est grâce au cinéma de John Waters qu'il a découvert justement cette liberté drag queen, et t'as une influence qui est totalement mise dans son film. Il a vu qu'avec John Waters on pouvait mettre des drags, et ben il met une drague en mer et on s'en fout. De toute façon c'est une liberté qui est totalement absolue, et tant mieux, c'est ce qu'on veut, nous on s'en fout. T'as ce côté liberté pas bridé dans les personnages qui est mélangé au fait que lui il expliquait que personne lui a dit que ça fonctionnait pas, qu'on pouvait pas faire ça, donc en fait il se permet tout, même du côté gore pratique, effet caméra, et quand tu combines tout ça, waouh waouh. Donc cette mère laisse ses 2 filles, et ces 2 filles sont d'ailleurs jouées par Beverly Lynn et Lizzie Borden. Et il faut savoir que ces 2 filles, c'est leur premier film qui est non pornographique, non érotique, et c'est assez marrant. C'est assez marrant de savoir l'anecdote, même Joe Castro il va en jouer. Là le film se lance et il va alterner entre le monde toon et le monde réel, là où il y a la fête de la grande sœur. Le côté toon, c'est vraiment le cartoon par excellence, un peu bébête. Moi ça me fait extrêmement penser aux Asins de l'espace, cette scène où on voit plusieurs portes, vous savez, c'est un long couloir, ils se courent tous après, ils passent dans les portes et ils changent de vêtements quand ils passent. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais en tout cas voilà, ça reprend les codes, au-delà du cartoon, ça reprend même les codes du dessin animé. Et dans le monde réel, t'as la grande sœur et ses potes qui font une soirée, ils font un strip Ouija, enfin c'est n'importe quoi, c'est un film à 2 neurones pour l'instant, enfin en vrai c'est une saga à 2 neurones entre guillemets, enfin dans le scénario en tout cas.
La petite sœur de son côté elle regarde le dessin animé et t'as le Doc Carnage, le main character de cette saga, et Max Assassin, c'est son pote singe qui a toujours une mitrailleuse, vont s'extirper du monde cartoon et venir semer la pagaille dans le monde réel. Et là ça commence, ils vont prendre la petite sœur, ils vont lui arracher la colonne vertébrale. Alors là je mets juste le Tintin pour vous rappeler ce qu'est le Tintin, c'est cette musique du multiplex et on la met à chaque fois qu'il y a une scène qui est un peu dérangeante, qui a peut-être c'est gore et c'est un peu douteux. À ce moment-là, c'est pas douteux, mais ça nous rappelle un peu l'arrachage de colonne vertébrale de Violent Shit et ça nous permet une petite piqûre de rappel, donc c'est trop bien. En plus, je l'avais mis pour Evil Toon. Et t'as le petit ami de la petite sœur qui était venu la voir, qui lui se retrouve la tête coupée parce que Max Carnage a sorti un. Pas Max Carnage, mais Doc Carnage, pardon, a sorti un gros ciseau énorme, donc référence cartoon où on sort des objets qui sont énormes et c'est irréel, et il lui coupe la tête, voilà. Et juste voilà. Au même moment, t'as un livreur de pizza qui arrive parce qu'ils avaient commandé des pizzas au strip Ouija, faut pas les oublier eux. Et t'as cette musique de cartoon qui est même un peu raciste, il faut dire les termes. Et t'as Doc Carnage qui débarque, qui prend une roulette à pizza et qui la fait tourner. Et ça fait le bruit d'un hélico, donc t'as cette musique cartoonesque chinoise, un peu raciste qui se mélange au bruit d'hélico. Et tout ça, ça fait... ça crée un univers qui est l'univers de Joe Castro. Et bienvenue dans Terror Toon. Il tue le livreur et c'est la grande arrivée de Max et Doc dans la fête. Et attention, là ça rigole plus, enfin si, ça rigole un peu quand même parce que t'as un gars qui rigole, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à en mourir. Mais t'as sa mâchoire qui est un peu douteuse d'ailleurs à ce moment-là, on se dit bon, il a dû manger des trucs le salaud, mais il rigole jusqu'à en mourir, pourquoi pas, genre tellement il rigole, il y a du sang qui coule de lui, c'est graphique, c'est bien fait. Ensuite, t'as Max qui va prendre sa mitrailleuse et rafaler tout l'endroit. Donc cette scène est assez célèbre et assez marrante parce que le visage de Max, il est assez prenant. D'ailleurs, je crois que c'est ce moment-là que j'ai mis sur ma miniature. Et là, t'as le flic qu'on avait déjà vu, je vous avais pas expliqué, mais il y avait un flic dans le cartoon, il va sortir. Et là, c'est marrant parce que son personnage de flic va s'adapter au monde réel, c'est-à-dire qu'il va se diriger directement vers les donuts. Il va se diriger vers les donuts et c'est marrant parce que les flics aux États-Unis sont vraiment tout le temps attirés par les donuts. Hein, ce n'est pas qu'une légende qui est dans Twin Peaks, c'est vraiment... propre aux États-Unis, tu leur mets une boîte de donuts, tu fais n'importe quoi sur le tournage. Ce flic va se faire exploser par une TNT et il y a son squelette qui va rester et la mâchoire va tomber. J'ai trouvé ce moment assez marrant. Et ça va permettre d'enchaîner sur une scène qui est vraiment à la hauteur de Saw 3. Je le dis là, voilà, on va dire les termes. C'est une scène où Max Carnage ouvre le crâne d'un gars et s'amuse avec son cerveau. Et je vous jure, c'est super bien fait. Il y a plein de gens qui sont d'accord pour dire que ça dépasse l'entendement de se dire qu'avec 2500$, est-ce que je l'ai précisé ça? Ils avaient 2500$ pour faire ce film. Ils ont réussi à faire une si belle scène et ça prouve tellement, enfin une si belle scène, une scène aussi bien réussie, voilà. On va pas dire une si belle scène parce que c'est quand même une ouverture de cerveau. Mais voilà, ça prouve tout le talent de Joe Castro. Je vous invite à taper scène du cerveau Terror Toon, ça peut aller en navigation privée pour le faire. Mais voilà. Je passe les détails, mais il reste 2 Final Girls qui sont envoyées en enfer et qui tombent du coup sur le diable. Et le diable va leur expliquer son plan et ce concept d'animation, d'où le titre de mon podcast. Et il va expliquer que tout est possible avec les dessins animés. Ça va permettre en fait, ce moment avec le diable, cet échange va permettre à Joe Castro d'installer un peu son propos qui était un peu invisible jusque-là. Il va montrer qu'en fait tout est possible avec les dessins animés. Bon, propos vraiment classique. Il va mettre... Max très très grand et il va raccourcir Dr Carnage. Donc voilà, encore cette idée de perspective et de mettre les gens super grands. Bon là, en l'occurrence, c'est pas de la perspective parce qu'ils sont agrandis au numérique. Si je vous dis que tout est possible pour le diable, ça veut dire que tout est possible aussi pour notre Final Girl qui va le comprendre elle aussi et se transformer en Super Girl pour une baston contre le diable. Donc on a cette super héroïne qui se bat contre le diable et qui va finir par gagner en lui coupant la tête en deux. C'est la fin. Elle redevient normale, elle prend sa sœur dans ses bras parce que sa sœur elle a la colonne vertébrale arrachée, faut pas l'oublier. Et là t'as les darons qui rentrent parce que oui, ils étaient partis en week-end. Et là c'est un peu la scène choc du film. T'as les darons qui rentrent, qui voient l'état de la maison, leur fille qui est morte dans les bras de l'autre fille. Les mots sont crus, mais c'est la réalité. Et c'est un petit retour à la réalité. C'est là que on laisse le cartoon de côté, on montre un peu l'état des choses. Et oui, il y a eu vraiment des morts dans ce film. Ça enchaîne sur la dernière scène du film où on voit un enfant qui chope le DVD des Terror Toons pour montrer que c'est pas fini, la piraterie n'est jamais terminée. Fin du film et waouh, en vrai quel film de malade. Joe Castro il voulait faire un cartoon, c'est un cartoon. Il voulait faire un film un peu gore, c'est un film gore. Il voulait faire une comédie, c'est une comédie. Il y a tout qui est dans ce film. Et en vrai c'est
pas si con que ça en plus. Il y a un peu cet aspect méta où Joe Castro il va se rendre compte que le numérique va révolutionner le monde et il va l'appeler justement le nouveau concept. Enfin, il commence déjà à révolutionner le monde, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Il va l'appeler mon nouveau concept d'animation. Je suis le diable et regardez, on peut tout faire et n'importe quoi. Et voilà, c'est les prémices de ce que va devenir Terror Toons. Il l'a prédit, ce que va devenir Terror Toons, qu'on peut vraiment faire n'importe quoi. Bah, ça va être l'apogée dans les autres Terror Toons. Peut-être que je m'avance un peu trop en disant que c'est quelque chose d'avant-gardiste, mais je sais en tout cas de sources personnelles sûres, de sources t'inquiète frère, que c'est pas juste des gars sous LSD qui font un peu n'importe quoi. On peut tellement en tirer un truc de Terror Toons. C'est pour ça qu'il est devenu culte d'ailleurs, je pense, à travers le temps. Parce qu'en plus d'être divertissant, le film va nous proposer de la nouveauté. Et en plus, derrière, justifier cette nouveauté, ça c'est fou. On pourrait, cette justification, la voir comme un défaut qui est over-méta. Mais ici, elle est tellement irréaliste que moi, je trouve qu'elle rivalise avec tellement d'autres films. Alors c'est vrai que maintenant, en 2025, ça on l'a vu et revu. Notamment la scène de la Supergirl qui se transforme en Super Nana et qui utilise l'imagination comme arme. C'est du vu et revu. Mais à l'époque, je sais pas si ça a été énormément fait. En plus de ça, tu vas rajouter des visuels qui sont vraiment plutôt cool, des séquences qui sont bien amenées, t'auras un mélange splatter numérique et FX maison qui fonctionne bien, et c'est vraiment pas dégueu à une pack fond vers YouTube comme ça va arriver dans la suite de la saga. Non, franchement, Terror Toons 1, c'est un petit bijou. Bon là on va passer sur l'instant pas sûr, et si vous écoutez ce podcast et que vous connaissez un peu la saga Terror Toons et que vous avez réponse à cette question, je ne sais pas si factuellement, parce qu'en croisant mes sources, j'avais des choses qui se contredisaient. Joe Castro, j'ai cru comprendre qu'il avait sorti Terror Toons avant Blood Fist 2 et ce qui lui avait permis de prendre du galon et de participer au tournage de Blood Fist 2, mais sur IMDb et d'autres sources c'est écrit comme sorti après Blood Fist 2, donc je sais pas trop. On va partir du postulat de base que c'est arrivé avant Blood Fist 2 et que ça lui a donné du galon pour participer à ce tournage. Bref, toujours est-il qu'il a participé à ce tournage de Blood Fist 2 All You Can Eat, et ça va être la naissance d'une grande amitié avec le réalisateur qui est Herschel Gordon Lewis. Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des pionniers du splatter. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est lui qui a inventé le splatter, en tout cas en Amérique, avec le film qui est Blood Fist 1, enfin Blood Fist, ou Orgie sanglante en France, pour ceux qui connaissent. Et Joe Castro, il considère Herschel Gordon Lewis, qui est maintenant décédé, comme son père spirituel du cinéma. C'est lui qui lui a donné tous les secrets du gore, enfin qui lui a appris tous ses secrets du gore, et c'est lui qui lui a permis de débloquer certains trucs et de rendre des effets gore encore plus gore avec sa fameuse technique de comment tu fais autant de sang. Enfin voilà, c'est un magicien, il y a eu une vraie alchimie entre les deux, et c'est Blood Fist 2 qui arrive juste avant ou après, enfin techniquement il arrive après Terror Toons. C'est le lancement d'une grande amitié. Herschel Gordon Lewis, on va pas détailler un peu sa carrière, c'est celui qui a fait 2000 Maniacs, The Wizard of Gore, celui qui a fait Blood Fist aussi, enfin on en a déjà parlé, mais j'aimerais trop faire un podcast sur la saga Blood Fist, donc on va juste poser ça là. On reparlera un peu de Herschel Gordon Lewis plus tard, mais il faut savoir que voilà, il a travaillé à ce moment là, et c'est Blood Fist 2 All You Can Eat est un tournant dans la carrière de Joe Castro. Mais Joe Castro va aussi travailler sur plein d'autres films en tant que technicien, hein. La liste est beaucoup trop longue. Il va réaliser pas moins de 6 films entre 2003 et 2004, ce qui est énorme. Et en 2006, il va aussi se caler sur un projet qui s'appelle Another Gay Movie, et c'est un de ses films les plus connus sur lequel il est travaillé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, moi ça me disait rien, mais en tout cas, c'est un de ses films les plus connus. Et en 2006 va arriver un petit court-métrage qui s'appelle Terror Toon 1.5. J'étais dévasté avec ce Terror Toon 1.5, je le trouvais nulle part, je pensais que c'était un gros loss média. Du coup je me suis dit bah on va pas le traiter dans l'émission, c'est pas grave. Et je me suis rendu compte qu'en fait il était sur mon DVD de Bloody Town, donc Terror Toons 2, et je suis trop content. Donc c'est à dire que là je possède un loss média qui est introuvable sur internet dans ma DVD tech, et ça c'est génial. Je suis trop content de savoir ça, un peu moins quand je connais le contenu maintenant de Terror Toon 1.5 qui est un peu imbuvable, hein. En vrai c'est 9 minutes d'un asile psychiatrique, et ces 9 minutes elles sont interminables. Il y a juste un moment qui est drôle, c'est un mec qui est un grand avec les bouches éclatées, c'est sur ma miniature, avec ses grandes dents là, ça me fait grave penser à Tex Avery. Le mec est drôle, mais c'est nul, il n'y a plus rien de numérique, donc il n'y a plus le concept d'animation. C'est nul, on dirait une vidéo du dark web où ça arrache des colonnes vertébrales un peu nul à chier. Je l'ai comparé, j'ai écrit sur mes notes, c'est Les Idiots de Lars von Trier si Wes Craven avait réalisé Scream. Voilà, ça m'avait fait rire d'écrire ça, apparemment. Mais voilà, Terror Toons 1.5, on le met de côté, c'est au moins on en parle dans le podcast, je l'ai vu, c'est là. Mais voilà, Terror Toons 2006.
Au moins ça nous permet de nous rapprocher de 2007, la date de sortie de Terror Toons 2. Pour ce film, IMDb annonce un budget estimé à 175 000 $ US. Je sais pas la vérité de cette information. Elle est peut-être vraie, sûrement grâce au succès qu'a eu Terror Toons, mais aussi au parcours qu'a fait Joe Castro après Terror Toons. Donc ça peut être vrai. J'émets un petit doute parce que 175 000, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas mal, mais pour un film de ce genre, c'est énormément. Et j'émets aussi un doute parce que Joe Castro a dit en interview qu'il avait mis 7 jours à le faire et qu'il l'avait distribué tout seul. Donc, enfin, distribué tout seul, ça n'a rien à voir, mais j'émets un petit doute. Toujours est-il que c'est dans la même veine que le 1, mais en mieux. Ça reprend encore ce côté dessin animé ainsi que ce côté maison en montage alterné. Et ça va se fusionner au bout d'un moment et ça va être la grosse pagaille avec les toons et tout le bordel. Le côté cartoon s'attaque maintenant au conte et va reprendre l'histoire de Hansel et Gretel avec cette sorte de numérique qui va prendre des images 2D pour donner une ambiance un peu poisseuse mais moche, je sais pas. En fait, c'est juste Hansel et Gretel qui sont mis sur un fond vert et qui se baladent dans un monde de dessin numérique. C'est assez marrant à voir, mais c'est clairement on dirait une YouTube poupe, hein. Il n'y a pas d'autre définition. Ils vont tomber sur la sorcière et au lieu de les mettre à cuire pour les manger, elle va transformer Hansel en rat et Gretel en Gretel un peu plus cartoonesque. Voilà, c'est l'affiche de Bloody Toon ou de Terror Toon 2. Quand vous voyez le Toon avec le couteau, c'est Gretel. Sauf qu'on l'a vu dans Terror Toons 1, c'est une très mauvaise idée de les changer en Toons parce que maintenant ils sont très forts. Hansel et Gretel vont choper la sorcière et l'étirer. Et ce qu'il va faire Joe Castro, très simple, lui il va étirer l'image pour montrer qu'elle est étirée. Il va rajouter une explosion en numérique et après il va rajouter un squelette qu'il a filmé au fond vert au préalable. Il va le superposer sur l'image et là on parle de nouveaux concepts d'animation. On est en 2007, ça a pas été beaucoup fait. Bon, maintenant si c'est risible on dirait une YouTube poupe. À l'époque moi je trouve ça marrant, c'est du débrouillard plus. Alors ce qui se passe dans le monde de Hansel et Gretel, ça se passe pas d'un coup. Moi je l'ai raconté d'un coup, mais je rappelle que c'est en montage alterné. Et de l'autre côté on a la famille qu'on avait dans le 1. Cette fois-ci elle est plus grande, mais ça s'est assagi dans le cadrage, ça s'est assagi un peu partout, même dans les personnages. Ils sont moins extravertis, ils sont plus calmes. Alors on va retrouver encore la maman drag queen, on va retrouver ces personnages un peu foufous, mais plus assagis, plus nombreux. Ils sont là en train de fêter les 12 ans de je ne sais pas qui. Il y a des frères, des sœurs, des copains, des amis. C'est un bordel, mais un bordel qui est plus calme. Et cette famille, à la fin du repas, elle va regarder le show, elle va regarder justement Hansel et Gretel, elle va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est le moment où ça fusionne. T'as un éclair qui sort de la télé et qui foudroie la grand-mère, les Toons sortent, le film à partir de ce moment-là ne s'arrête plus. T'as le papy qui se fait tabasser le crâne avec un marteau de Toons bien évidemment, et là c'est ça que j'adore avec Terror Toons 2 et Bloody Toons. Je suis trop content de l'avoir en DVD parce que le film ça ne s'arrête pas en fait, c'est un festival de n'importe quoi, t'as pas de temps mort. Et c'est cool parce que ça va nous permettre de faire une énumération de ce qui se passe. T'as d'abord cette scène de chaise musicale avec les Toons qui est incompréhensible. Ensuite t'as un gars qui fait une attaque cardiaque. Vraiment l'animation c'est digne de comme quand votre prof il vous montre en SVT en 3ème comment il y a un cœur qui s'arrête avec les mêmes dessins, les mêmes choses. T'as un couple de jeunes qui est en train de fricoter ensemble. Ils sont en train clairement de faire l'amour. Et sauf que pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui se passe, ils font l'amour, et t'as la dame qui dit Oh, we have to stop this. Mais gros, mais oui, mais bien évidemment. Mais ils sont vraiment au courant de ce qui se passe, parce que la fille, elle dit Oh, faut qu'on aille chercher le pistolet de mon père. Et sur le chemin, il recommence à fricoter. Enfin, c'est n'importe quoi. T'as une meuf qui se fait chatouiller jusqu'à ce qu'elle meure, en fait. Donc ça rejoint un peu le fait qu'elle rigolait, que le gars mourait en rigolant dans le 1. T'as même un autre gars qui va se faire tasser à mort. Et à ce moment-là, on va découvrir une porte qui mène à un monde parallèle. On va descendre dans ce monde parallèle et c'est un monde où c'est un peu comme si on était dans une montgolfière retournée. C'est multicolore, c'est cool, c'est exotique, j'allais dire, non, rien à voir, mais c'est prenant. Les Toons ils vont gonfler un mec à l'hélium. Bon, là dans votre tête c'est en mode oh trop marrant, ça doit être trop bien fait. Non, il va juste vraiment, vous voyez le filtre Snapchat où ça grossit notre visage, c'est pareil. Et là attention, qu'est-ce qui va se passer?
Ça reste soft, mais c'est un Toons qui plante une seringue dans la fesse d'un gars, et ensuite ils vont pomper son cerveau avec un débouche toilette, et ils vont remplacer par un cerveau de singe. Voilà, cette scène est un peu à l'image de Terror Toons, mais ça reste soft, comparé à ce qui va arriver dans les suivants. T'as des parasites dessins animés qui sont incrustés en 2D au numérique, qui vont mettre dans le mal à un gars, enfin qui vont le parasiter, c'est le but. Sauf que le gars il va contracter une maladie, et cette maladie elle va se retranscrire un peu une maladie de la peau qui elle va être faite en FEMA en fait, à la Joe Castro, un peu à la Lucio Fucci, genre je sais pas, c'est dégueulasse, la peau est burk. Ensuite c'est direction l'enfer pour un remake du 1, sauf que cette fois-ci c'est pas le diable mais c'est son fils, et c'est un couple qui va se battre contre lui, et tu vas avoir ce moment où des dialogues vont se répondre. T'as le diable qui dit, en parlant de son père, il dit « Il croit que j'ai encore 13 ans », et ça répond à plus tôt dans le film où la fille où on fêtait son anniversaire, c'est 13 ans, qui disait « Je suis plus un enfant, j'ai 13 ans ». Voilà, ça se répond. Joe Castro n'est pas si débile que ça, il y a quand même un peu d'écriture et un peu de réflexion derrière ces films débiles. Et c'est parti pour notre baston final. Cette fois-ci c'est un 2v1. Ils vont aussi se transformer en super-héros. On va avoir la Supergirl, et le gars il va se transformer en une sorte de Starship Trooper. Donc on va l'appeler Starship Boy, ça va être plus sympa. Enfin, on s'en fout de toute façon parce qu'ils vont réussir à buter le diable. Ils vont sauver tout le monde, ils vont sauver la team qui est dans la maison. T'as Hansel et Gretel, eux ils sont toujours là par contre, et ils vont se transformer en un ver multicolore. Le ver multicolore il est pas numérique, il est c'est un costume, un grand ver multicolore, c'est assez bien fait. Ils vont réussir à le buter quand même, et ils vont détruire une machine qui avait été créée pour créer plein de DVD et répandre les toons un peu partout. Alors la façon dont ils tuent la machine, enfin dont ils détruisent la machine est totalement con. En gros c'est le Starship Boy qui va créer une fusée. Il va se mettre sur la fusée et foncer sur la machine avec la fusée et exploser tout ça. Il va se sacrifier en gros, mais pourquoi il est monté sur la fusée, je ne sais. Il n'y avait pas de raison que tu montes sur la fusée, mon ref, tu pouvais juste l'allumer. Elle partait toute seule, tu te mettais à l'abri, c'était bon. Ah là là, si seulement Oppenheimer avait fait pareil. Et encore une fois, t'as un gamin qui va récupérer le DVD à la fin pour faire une fin ouverte, et attention, les toons sont encore vivants. C'est un peu un remake du 1, mais c'est tellement plus assagi et plus... En fait, faut regarder peut-être plus Terror Toons 2 que le 1. Terror Toons 2, c'est un film qui est à part dans la saga. Il n'y a pas Doc Carnage, il n'y a pas Max Assassin, alors qu'ils apparaissent dans tous les autres opus. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Bloody Toons en France, parce que ce film n'a pas besoin des autres pour exister. C'est le 1 en mieux, t'as la caméra qui est plus sage, ça laisse plus de place aux cartoons pour qu'ils fassent leurs bêtises. Ça permet un enchaînement qui est dingue et qui va mélanger effets numériques 2D et effets manuels encore mieux que le 1, parce que de par l'expérience qu'a pris Joe Castro, mais aussi le budget qui est largement plus conséquent. Dans ce film, on s'ennuie pas malgré cette allure de série B, on est carrément plongé dans l'univers, et ce grâce aux deux persos qui sont Hansel et Gretel, qui sont plutôt bien développés, qui sont très bien détournés, et reprendre les contes, c'est quelque chose qui a pas été fait dans ce cadre-là, dans ce cadre un peu, dans ce cadre horrifique, cartoonesque. Ça a été fait, détourner des contes et en faire des trucs d'horreur, ça a été fait partout ailleurs, mais dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui est assez nouveau, et de voir Hansel et Gretel taper et casser des bouches en mode cartoon, c'est trop marrant. Bon, Hansel est un rat, techniquement. Et ce que j'ai trouvé vachement cool avec cet opus, c'est la maison. La maison, elle devient un vrai personnage à part entière avec ses couleurs. Elle est le lien parfait entre la réalité et le cartoon. En fait, quand on est dans la maison, on ne sait plus si on est dans la réalité, mais on ne sait plus aussi si on est dans le cartoon. En fait, ça a créé son univers. C'est sa propre esthétique. Et la maison, elle est trop importante dans ce film. C'est un vrai caractère. Et à l'intérieur, tu vas retrouver cette porte qui mène vers un endroit mystérieux. Donc, ils sont aspirés dans la spirale et ça mène vers un endroit merveilleux, plein de couleurs. Et la porte est très importante chez Joe Castro. Elle l'était dans le 1 avec ce gag à la zinzin de l'espace dont je vous le parlais, mais elle sera très importante aussi pour la suite. En fait, c'est la porte de tous les possibles. Joe Castro, il s'est vraiment lâché sur les décors de Terror Toons 2 et c'est ce qui en fait sa force principale. Derrière, t'as les effets gore qui sont sympathiques et t'as le numérique qui est vraiment pas dérangeant. Bon, il a pris un sacré coup de vieux, faut le dire. Voilà, le film Terror Toons 2 est cool. T'as juste peut-être un problème au niveau des persos principaux. On sait pas trop qui et de quoi, mais on s'en fout. On n'est pas dans un film de la nouvelle vague. On n'est pas là pour le développement de persos. On s'est fait kiffer dans un meilleur cadre que le 1. Allez voir Bloody Toon en vrai. Il est vraiment dans la continuité du 1, mais c'est le 1 en mieux. Et si vous avez un film de la saga à regarder pour découvrir l'univers, c'est Bloody Toon à regarder. Après Bloody Toons 3. Enfin, Terror Toons 3, c'est une masterclass. Si vous avez un film à regarder, regardez le 3. Mais regardez le 2 aussi. Alors, t'as 8 ans qui vont séparer ce deuxième opus du troisième.
Et entre-temps, il va pas travailler sur énormément de projets, Joe Castro. Il va retourner à l'école en 2010 pour apprendre les motion graphics. Donc il expliquait que c'est surtout After Effects et tout le bordel. C'est vrai que, bon, les effets numériques sont sympas dans les premiers, mais tu sens que ça commence à atteindre des limites. Et il y a tellement un potentiel qui est énorme avec le numérique. Et ça, Joe Castro l'a compris et c'est ce qu'il essayait d'expliquer dans ses films. Il va aller apprendre tout ce qui va être After Effects, un peu vraiment se concentrer sur le plein potentiel de ce qu'il peut réaliser avec le numérique. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Il va vraiment se focus à 200% sur Terror Toons 3. Il va ralentir les projets. Il va réaliser qu'un film. Entre-temps, c'est The Summer of Massacre en 2012. Donc c'est un film d'anthologie comme le 4. Donc un film à sketch. À croire qu'il aime bien ça. Et non, vraiment, focus Terror Toons 3. Il va notamment passer plus d'1 an sur certains effets. Et c'est compréhensible quand tu vois le résultat qu'est Terror Toons 3. Avec $50 000 du temps, en 2015, il va te pondre la masterclass. Je le dis tout de suite, hein, là, les gars, faut le dire, on va parler français. Il sort la masterclass qui est Terror Toons 3. Warning. This trailer cannot show all the terrifying and grotesque splatter sequences from the motion picture Terror Toons 3. The producer strongly advised that those who suffer from epileptic seizures and weak heart conditions will put their life at risk by viewing this unique and horrifying. Bon, c'est le podcast qui m'a clairement coûté le plus cher parce que si on combine le DVD de Bloody Toons qui m'a coûté 15€, bon c'était il y a presque 10 ans, mais quand même, et ce Terror Toons 3 qui est à l'image de Terror Toons 1.5, un peu un lost media que je n'ai pas trouvé de manière pas très... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais vous avez compris. Donc j'ai dû l'acheter, $3,99 avec un VPN sous Google Play aux États-Unis. En vrai, je regrette pas du tout d'avoir mis ces $4 parce que c'est mon préféré de la saga. D'ailleurs, on va y passer un peu plus de temps. Mais c'était mal parti au début, hein, parce qu'il y avait ce générique qui était déjà super long, mais qui était avec une image surexposée dégueu. Et je me suis dit, oh non, dans quoi tu es parti, mon petit Joe? Et là, j'ai vu le subtitle de Terror Toons 3 qui est Herschel's Gory Story. Et je me suis dit, est-ce qu'il a fait un truc avec Herschel? Parce que je m'étais pas spoilé du tout de ce qui se passait dans le film et avec qui il était lié. Et oui, et bah tu es l'héritage de cet homme, mon grand. Alors Terror Toons 2 est totalement skip, de toute façon c'est ce qu'on a vu, il est à part. C'est la suite directe du 1. T'as la Supergirl qui venait de battre le diable dans le 1, qui vole dans une ville. Bon, tout ça en numérique et effet un peu... Tu retrouves ces effets nuls à chier, mais bon... C'est à la sauce de maintenant, le film est sorti en 2015, donc voilà, tu sens que déjà qu'il y a une amélioration. Et on va réanimer Doc Carnage dans un hôpital, donc le film est un peu plus sérieux, un peu plus sombre. Ils ont récupéré les restes de Doc Carnage, ça analyse son sang au microscope, et on va avoir cette POV du microscope, on va voir ce que le scientifique est en train de regarder, et il regarde une cellule, et cette cellule, donc c'est vraiment un jeton puissance 4, il n'y a pas de vanne dans ce que je raconte, elle va sortir un couteau suisse, et elle va traverser le microscope, traverser la glace du microscope, et venir planter l'œil du scientifique. La cellule, elle plante l'œil du scientifique, et elle rentre dans son œil, et le possède, et elle va transformer ce dernier en Max Assassin. Voilà comment commence Terror Toons 3. C'est génial. Et vous connaissez pas la suite encore. Parce que le petit Doc Carnage qui a fini la tête coupée en deux là. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est Doc Carnage qui a fini la tête coupée en deux et non pas le diable. Je disais avant que c'était le diable à la fin du 1 et non, c'est Doc Carnage, voilà, je répare mon erreur. Et ben à l'intérieur de ce Doc Carnage, t'as un parasite qui répare ce dernier, qui est vraiment... Il y a son cœur c'est une espèce de machine de métal qui crache de la fumée. Super beau ce passage. Et il le répare, t'as pas de musique. Et la scène est très belle, premier degré. Je vous jure, je vais faire que pomper ce film parce qu'il est vraiment génial. Il le répare et ça devient le bordel dans le labo. Ça a des... en ce moment, sur les réseaux, t'as l'IA qui fait une avalanche un peu. Et moi, je pourrais comparer ça à de l'IA. On a l'impression que c'est quelque chose qui est pas réel. Ça a été fait artificiellement. T'as une avalanche de bras dans l'hosto. Littéralement, genre plein de bras qui envahissent l'hôpital. T'as un plan où le plan il est composé, on sait même plus où est la caméra. T'as ce bébé qui est en fond vert qui est derrière. Au premier plan t'as un sac à main et t'as une voiture qui va sortir du sac à main. Enfin je crois que c'est une voiture ensuite suivie d'une scie, une grosse scie qui sort du sac à main et qui fout le bordel dans l'hôpital. Bref, fin de l'intro, on laisse ça pour plus tard, on reviendra dessus. En tout cas nous on va se plonger sur Terror Toons 3, et Terror Toons 3 ça va être Herschel du coup, notre cher Herschel, donc le réalisateur des Blood Fist, le réalisateur de 2000 Maniac, le réalisateur de tout ça, le mentor de Joe Castro qui va nous raconter une histoire. Donc, il va jouer vraiment, on va le voir avec son livre Gore Story, et il va venir nous raconter une histoire, un conte, donc ça
Ça va être le parallèle avec le 2, là où je disais que le 2 n'avait rien à voir avec la saga. Il va reprendre cet aspect de conte et il va plus l'exploiter. Sauf que cette fois-ci, il va reprendre le conte des petits cochons, mais il va énormément le transformer. S'il n'avait pas mentionné le fait que c'était les 3 petits cochons, j'aurais jamais compris que c'est les 3 petits cochons. Et cette histoire, moi, je vais l'appeler les flics contre le gang rouge. Donc les flics vont être les 3 petits cochons. T'as un flic d'ailleurs qui est joué par Joe Castro. Et le gang rouge, ça va être... on va le voir. L'histoire se lance. D'un côté, on va nous introduire nos 3 policiers dans une séquence qui est un peu bizarre d'ailleurs. Et de l'autre côté, ça introduit les protagonistes qui sont un ado qui est joué par un adulte et son chien qui parle, donc classique du cartoon où t'as l'enfant et son chien qui parlent et il n'y a que l'enfant qui comprend ce que dit le chien, sinon tous les adultes ils ne savent pas que le chien parle, il n'y a que l'enfant qui est au courant. Enfin bref, classique. Et ces deux-là sont en train de jouer au basket quand t'as la maman qui vient prévenir qu'elle part faire une course. Et ce qui est énorme avec ce moment, c'est que la maman, on voit que ses jambes. En fait, on voit que ses jambes, ils sont énormes. Et ça fait forcément référence à Tom et Jerry, où on voit jamais la tête et le haut du corps des adultes. On voit à chaque fois que les jambes. Et là, de le transposer dans un truc en... J'allais dire prise de vue réelle, mais prise de vue réelle, c'est la technique. En un truc qui est live action numérique, de mettre une vraie humaine qui est géante comme ça. Déjà d'une, ça fait penser à Godzilla encore une fois. Et de deux, c'est fou d'avoir cette idée. Je sais pas si ça a déjà été fait ailleurs. Il va pousser la référence encore plus loin parce que t'as le chien qui est joué par un humain, sans déguisement d'ailleurs, c'est vraiment juste un humain, enfin un homme qui joue le rôle du chien, qui vient faire la fête à la jambe de la maman, et tu regardes cette séquence hors contexte, t'as juste des pieds, enfin des jambes géantes qui dépassent, et t'as un humain qui est là et qui fait la fête à la jambe, tu te dis mais qu'est-ce que je regarde? Et même en ayant du contexte, c'est bizarre, et c'est marrant. La maman va faire sa course et du coup le gamin et le chien ils en profitent pour quitter la maison. Ils prennent leur voiture qui est toute petite, c'est marrant du coup tu sais, ils sont ados, du coup ils ont une petite voiture, il y a souvent ça dans les cartoons. Et ils se baladent au milieu des grosses voitures et ils vont se faire arrêter par les flics qui vont leur mettre une amende pour excès de vitesse. D'ailleurs t'as la flic qui est la main character des flics qui va imprimer l'amende par la bouche. Je passe les détails mais l'intervention va pas très bien se passer, ça va partir en course-poursuite. Alors je dis les termes. Cette séquence, elle est bourrée d'idées, elle est incroyable. C'est une des meilleures séquences de la saga Bloody Toon, c'est une des meilleures séquences du podcast pour l'instant. Déjà, ça commence directement, ils prennent la fuite et t'as la policière qui a un pistolet à retardement. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un clip de David Guetta. Je sais pas pourquoi, où il y a des zombies et tout. Mais bref, elle a un pistolet à retardement et là, ça fait 3, 2, 1, ça tire une balle, on suit la balle. Franchement... ça se sent qu'il a fait une école de After Effects parce que c'est surtravailler les effets. Tu vas avoir cette idée de cartoon transposé dans le monde réel du grand plan de la ville, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une sorte de schéma de la ville où on voit les voitures circuler et à chaque endroit où elles passent, il y a des explosions parfois et t'as aux quatre coins t'as des feux avec de la fumée qui s'échappe. C'est dur à expliquer en podcast, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très typique des cartoons dans les courses-poursuites, et là c'est mis au goût du live action. Avec leur voiture, ils montent sur les immeubles un peu à la Hot Wheels, t'as un top shot des immeubles justement, où on les voit circuler, sauter entre chaque immeuble, c'est carrément la voiture qui saute, c'est n'importe quoi. Quand il y a la voiture qui tombe d'un immeuble, elle s'aplatit avant de redevenir normale, enfin c'est du cartoon en live action. Malheureusement, le chien meurt dans la bataille, mais l'ado, lui, il arrive à rejoindre une maison qui est le repère du gang des gilets rouges. Donc ils ont tous des gilets à capuche rouge et c'est assez marrant. Les flics arrivent au niveau de la maison et ils vont attaquer ce repère, mais attention, pas n'importe comment. La policière va sortir une fusée de son entrejambe et ça c'est fait devant nos yeux, c'est numérique, c'est vraiment, on voit ce truc s'écarter et foncer droit dans la maison qui va être stoppé par leur dôme de fer. Non, je rigole, c'est juste un mur qui se met droit devant eux et qui stoppe le missile, mais c'est quand même, elle crache une fusée de son entrejambe. Et là t'as une baston super gore qui va se lancer, elle est géniale, je vais pas la détailler parce que faut la voir, elle est trop bien, ça va se lancer des parpaings, ça caillasse la flicaille. Mais le gang arrive à bout des policiers et ils vont prendre tout leur corps, écoutez-moi bien, c'est assez lunaire, ils vont le mettre en pièces et le mettre dans une bouillie, dans une casserole pour faire de la soupe quoi. Et spoiler alerte, le chien n'est pas mort et il ressuscite. Et là t'as une vraie transfo de chien vers loup-garou, qui est une vraie référence à du coup John Landis et le loup-garou de Londres, qui est faite au numérique. Et je sais pas combien de temps ils ont passé sur cette séquence, je pense qu'ils ont dû passer plusieurs mois, parce qu'elle est vraiment très très bien faite. T'as un alliage numérique
et pas numérique en même temps, donc alliage FX et ordinateur qui est trop bien. En plus le loup il a une giga à la Victor pour ceux qui auront la ref. Sauf que de l'autre côté t'as notre bouillon de flic qui lui donne naissance à un monstre, et encore une fois ça allie numérique et pas numérique. C'est encore une fois super bien fait et ça va donner naissance au plus beau plan du film. J'ai voulu le screen, sauf que comme c'était en streaming sur Google Play, ça m'a donné un truc noir, j'ai trop le seum. Le plan est trop beau. Alors je vous l'explique. T'as le loup-garou qui est en premier plan devant ce monstre blob dégueulasse qui traverse une forêt. Il est magique ce plan, je pense qu'ils ont dû recréer une forêt miniature, ils ont dû prendre des branches un peu partout et qu'ils l'ont placé sur une table avant de s'y faire avancer le gars qui avait la tête maquillée pour le blob. On va l'appeler le blob, ça va être tellement plus simple. Et ils ont dû faire justement un plan serré sur cette tête et rajouter le loup-garou en fond vert plan d'ensemble dessus et au premier plan pour donner cette illusion justement encore une fois de perspective, sauf que là c'est une perspective qui est un peu créée artificiellement avec le numérique et c'est trop fort, j'adore. Et donc c'est le premier plan de la baston finale et ça commence à se battre, ça se bat dans l'eau, c'est une course poursuite, t'as toute l'eau qui devient rouge, c'est peut-être une référence à la mer rouge, je sais pas si il y a une figure croyante ou religieuse là-dedans parce que on va voir des cierges par la suite. En tout cas voilà, la mer devient rouge, c'est super esthétique. Ce moment là t'as du numérique qui se mélange avec tout. Je comprends qu'ils aient passé énormément de temps dans ce film et je le recommande à 200%. Ce monstre il est vraiment impressionnant parce qu'il lui manque une partie de joue, donc on peut voir sa mâchoire qui est un peu cassée et qui peut nous rappeler par instant des zombies, peut-être pas ceux de Fushi mais peut-être des zombies qui sont vraiment détériorés. Et ce qui va sauver notre ami Lado et son chien, c'est une porte. Voilà, la figure de la porte qui se trouve en plein milieu de cet océan. On ne sait pas pourquoi, il y a une porte. Et cette porte magique va les sauver. Encore une fois, l'utilisation de la porte chez Joe Castro qui est très importante. Et dans l'esthétisme de Terror Toons 3, j'y vois quelque chose de tellement beau. Je pourrais comparer ça carrément, ça m'a rappelé du Tarkovsky par instant. Waouh, je viens de balancer une bombe, je ne veux même pas me justifier là-dessus. Arrêtons là, continuons. Cette porte elle mène à une cabane avec des cierges, donc voilà, c'est pour ça que je faisais la référence à la mer rouge, peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, il y a un démon qui va apparaître parce qu'il faut bien un diable à un moment, en tout cas cette figure du diable, et il est à poil parce que pourquoi être habillé dans un podcast de Carnivoras? Sauf que notre ami Herschel va stopper l'histoire ici parce qu'il va finir mangé par le cochon qu'il avait mis au four avant l'histoire. Donc je sais pas si c'est une réponse aux trois petits cochons de se faire bouffer par les cochons. Mais voilà, il va... fin de l'histoire. Cette histoire est géniale, on va y revenir après parce qu'il faut terminer le film. On est de retour à l'hôpital où c'était le chaos. T'as Dr Carnage et Max Assassin, attention, qui mettent un tuyau dans le sein d'une meuf pour le faire gonfler. Mais quand je vous dis gonfler, c'est vraiment gonfler, prendre presque dans un premier temps toute la pièce, tout l'hôpital, tout casser dans l'hôpital. Et ce sein, la scie du début et un jouet camion qui est d'ailleurs énorme, c'est une ambulance. Joe Castro, il l'a filmé de façon à la rendre énorme et il l'a ensuite inclus numériquement dans Terror Toons 3 et il a dit que lui ça le faisait énormément marrer, cette ambulance qui fait Head, shoulders, knees and toes. Donc voilà, ces trois trucs qui sont la scie, l'ambulance et le boobs vont tout casser jusqu'à littéralement exploser l'hôpital en entier parce que tant qu'on y est autant y aller à fond et déambuler dans la ville à la Godzilla, un peu à la monstre. Et to be continued, c'est to be continued, fin du film, to be continued. Par pitié, donnez-moi la suite de ce film. Je spoil direct, mais Terror Toons 4 n'est pas la suite de ce film. Il me la faut. Il me la faut parce que je pense que c'est de l'ordre public et de l'ordre mondial d'avoir une suite à ce monument qu'est Terror Toons 3. Bon, ce film est déjà très important pour l'hommage qu'il rend à Herschel, que ça soit pour son cinéma, pour que ça soit l'homme qu'il est, ou pour que ça soit ce qu'il a apporté à Joe Castro. Et maintenant que ça c'est dit, on met ça de côté. C'est incroyable, le film, je pense que c'est limite de la chimie par instant. En fait, il y a cette composition entre effets pratiques, effets numériques 2D, effets numériques 3D, c'est timbré, c'est chimique, c'est scientifique, c'est tout ce que vous voulez. L'esthétisme de Terror Toons 3 est à marquer au fer rouge. Pour moi, ça rivalise avec Hellraiser 2 à époque comparée. T'as une transposition live action par voie numérique qui est mûrement réfléchie. Il y a un travail qui est incroyable. On n'est plus dans le 1, on n'est plus dans le 2. T'as juste Dox et Max qui reviennent, mais c'est carrément autre chose. C'est plus gore, c'est plus sérieux. C'est... ouais, je sais pas, il y a ce cartoon qui est parodique, mais en même temps qui est réfléchi. Ça reprend des codes qui donnent à réflexion au spectateur. Et c'était pas donné de base
que Terror Toons 3 soit aussi intelligent dans sa manière de répondre à l'attente du spectateur. On lui donne pas le truc mâché tout bien fait, tiens regarde c'est du cartoon, pose ton cerveau, c'est oh regarde on fait référence à ci, mais réfléchis comment on y a fait référence, et ça c'est génial. La partie dans l'hôpital c'est tellement le bordel que même Joe Castro s'est dit ah c'est moi qui ai fait ça. Il s'est carrément remis en question par rapport à ce qu'il avait fait. En fait, dans Terror Toons 3, c'est tellement une surcomposition, t'as tellement des calques sur des calques sur des calques, que tu ne sais même plus où est la caméra, tu l'oublies totalement. De toute façon, tu ne sais pas dans quel plan se situe la caméra, parce qu'il y a des plans de caméra un peu partout. Le numérique a tellement cette emprise forte dans ce film que tu ne sais plus où donner de la tête, parce qu'il n'y a plus d'angle, il n'y a plus d'axe. Le scénario est cool aussi, hein, même si par instant tu vas avoir un peu de mal à comprendre ce qui se passe. J'avoue que ça reste buvable, ça reste quand même buvable au niveau de l'histoire et ça reste suivable, tu peux te dire oh c'est marrant, mais en vrai c'est totalement justifié les 1 an de travail numérique sur certains trucs, c'est justifié, il y a un gros step entre Terror Toons 2 et Terror Toons 3, t'as 8 ans qui les séparent et t'as 8 ans qui font comprendre que Joe Castro c'était déjà un génie mais là c'est devenu un gros génie et tout ce qui le passionnait et tout ce qui a été mentionné précédemment dans ce podcast sont rassemblés dans Terror Toons 3. Donc c'est pour ça, si vous avez un film à voir, bon, Terror Toons 2 pour comprendre un peu l'identité de la saga, mais Terror Toons 3, faut foncer si vous le trouvez. Ou alors si vous voulez payer, allez-y. Bon, il y a un truc que j'ai pas précisé sur la saga Terror Toons, c'est que Joe Castro, il l'a dit en interview que chaque film Terror Toons ont été tournés back-to-back. Donc c'est-à-dire que quand il avait fini un Terror Toons, il commençait à travailler sur l'autre. Et si je vous dis ça, c'est pas anodin parce que pour Terror Toon Cats, par exemple, il y a des plans, ils ont été tournés 10 ans avant que le film sorte. 10 ans avant qu'il soit traité dans le montage final. C'est énorme. Ça existe. On pense forcément au Don Quixote des Terry Gilliam, mais Terror Toon Cats, c'est un peu le Don Quixote de notre cher Joe Castro. Ah, c'est fou. Pourquoi je compare l'incomparable ? Après, il va pas que travailler sur Terror Toons 4, je vous rassure, parce que entre Terror Toons 3 et Terror Toons 4, Joe Castro, il va travailler sur pas moins de 42 projets. Voilà. Et dans un autre même temps, il va prendre sous son aile un certain petit Matthew Vinaggia, un peu comme l'avait fait le regretté Herschel à l'époque avec lui, et il va lui donner les codes, c'est devenu son mentor, l'histoire se répète. Et tous les deux, ils vont co-réaliser ce que va devenir Terror Toons 4 avec une tierce personne qui est Brinke Stevens, une vieille actrice réelle et productrice à la filmographie qui est vraiment incroyable. Hein. Elle s'est fait connaître avec The Slumber Party Massacre, un slasher qui est quand même assez connu, hein. Dérivé Vendredi 13 on va dire. Elle a notamment joué aussi en début de carrière dans Slave Girl from Beyond Infinite, et si j'en parle, c'est que c'est un film de sexploitation qui est assez connu. Si vous tapez et vous regardez l'affiche sur internet, ça va vous dire quelque chose. Mais la petite anecdote qui est marrante, c'est que ce film a été produit par Michael Wolff, qui est un producteur dont les films sont assez récurrents dans l'émission Mystery Science Theater 3K, l'émission dont on a parlé dans le dernier podcast sur Hobgoblins, donc je vous conseille vivement d'aller l'écouter parce que l'histoire est vraiment cool. Et ça me permet aussi de dire qu'un autre réalisateur qui était assez récurrent, enfin Michael Wolff c'est un producteur mais un réalisateur qui est assez récurrent dans cette émission, c'est aussi Joe D'Amato. Et Joe D'Amato, on en avait parlé dans le premier podcast sur Violent Shit parce que Andrea Schneise avait réalisé Anthropophagus 2000 qui était le remake du film Anthropophagus de Joe D'Amato. Et Joe D'Amato, lui, ses films sont souvent utilisé dans l'émission Mystery Science Theater 3K, et donc voilà, je l'avais même pas précisé dans l'autre émission parce que je n'étais pas au courant, mais du coup voilà, comme quoi tout est lié, c'est sportif, faites ce que vous voulez avec cette information. Et bref, ça c'est que les débuts de Brinke Stevens, elle a fait plein d'autres films, en vrai c'est une actrice qui est quand même vachement connue dans le milieu horrifique série B. Nos trois compères vont donc réaliser un film d'anthologie, donc un film à sketch pour ceux qui savent pas, sous fond de crowdfunding généré sur Indiegogo. C'est marrant parce que Joe Castro est un pionnier du Indigore et il a financé son film sur Indiegogo. Voilà, j'ai trouvé le parallèle assez marrant. Et du coup, voilà, ils vont réunir 35 000 $, soit rien du tout. Et ils vont combiner ces 35 000 $ à 10 ans de production pour faire ce qui va devenir en 2022 Terror Toons 4. Hey, look at me. What are you up to? This is not cartoons. It's Terror Toons. This is where it all began.
Terror Toons 4, c'est 5 segments qui vont chacun rendre hommage à un sous-genre horrifique. Ils ont été faits à des périodes différentes, comme j'expliquais, sur 10 ans, et ça se ressent un peu. Il y a une sorte d'inégalité, pas sur le fond, mais surtout sur la forme. Mais de toute façon, on va les traiter indépendamment, et on va répondre à chacun des segments indépendamment. Ça commence avec le meilleur d'attaque qui s'appelle, je sais même pas en plus si ça fait partie du film Terror Toons 4 parce que le nom Terror Toons 4 se lance après, mais c'est Attack of the Killer Bee. Tout est dans le titre, c'est une attaque d'abeilles tueuses sur à peu près tout ce qui bouge, un peu n'importe quoi. En vrai, c'est vraiment un clip de la chevauchée des Valkyries dans un style qui est Terror Toons 3 et c'est vachement hypnotisant. C'est le meilleur segment du film pour moi, ça dure 3, 4, 5 minutes. Et c'est hypnotisant. J'ai pas trop envie d'en parler, je vous laisse aller le découvrir. Je pense qu'il est séparé sur YouTube, ça doit être assez facilement trouvable, peut-être pas. Parce que vu comment... Ah si, c'est trouvable facilement, non c'est le 3 qui est pas trouvable. Mais faites-vous plaisir, regardez ce pur chef-d'œuvre. On a un panneau, il y a écrit pendant ce temps dans le monde de Terror Toons 4, ou un truc dans le genre, enfin bref, ça introduit Terror Toons 4. Et ça laisse place au premier segment qui est en réalité le deuxième, Dr Carnage Origins, qui est trop bizarre. Et ça commence dès le début, hein. T'as une fille qui fait un cauchemar un peu étrange et qui se réveille dans le lit avec son mari. Et en fait, on apprend que cette meuf, c'est une psy qui doit aller faire une séance à un gamin. Sauf que la maison de ce gamin, ça se retrouve être un peu la maison dans les 2 premiers films. Les entrailles un peu cartoonesques d'un laboratoire, d'un mec qui fait des expériences trop bizarres. Enfin, je l'ai trop mal expliqué, mais en bref, c'est ça. Il fait des expériences bizarres à base de je coupe la tête d'un humain pour garder son corps, je coupe la tête d'un singe pour juste garder la tête parce que lui il a plein de singes enfermés dans des cages et pof, je mets la tête de singe sur le corps de l'humain, hop là, petit coup d'électricité et ref à Frankenstein plus tard, on a Max Assassin qui est sur pattes et les origines de Max Assassin, donc c'est comme ça, faut bien justifier les origines dans une saga. Notre psy, elle va rencontrer une peluche qui est v'là cool. Fallait bien un Toons gentil à un moment, de toute façon dans la saga, Joe Castro l'a bien dit, hein, qu'il voulait faire un Toons gentil. C'est une peluche toute rose, avec des poils un peu partout. Je pense que je vais la mettre en miniature parce que c'est vraiment ma préférée de Terror Toons 4 et peut-être même de la saga. Elle a juste, c'est juste un nounours rose avec plein de poils qui a un masque de visage humain. Voilà. Je vais la mettre sur la miniature, ça va être tellement plus simple. Si elle n'est pas sur la miniature, je m'excuse. Et en fait, cette peluche, c'est un peu une expérience ratée du docteur. Elle a un peu le passé de Raccoon dans les Gardiens de la Galaxie. Parce que le scientifique, lui, fait plein d'expériences qui ratent. Et d'ailleurs, lui, il va en rater une nouvelle. Sauf que cette fois-ci, c'est lui la victime. Parce que l'électricité va venir le prendre. Il va se transformer en Doc Carnage. Voilà, on a enfin les origines du Doc Carnage. C'était un scientifique humain qui s'est transformé en Toon. Bah, génial. GG Wellplay. Fin du jeu. Au moins, on aura une petite ref à Max Assassin qui prend sa mitraillette. Donc Max Assassin qui est le singe, hein, qui prend sa mitraillette et qui bousille toute une tablée. C'est cool, ça fait une petite ref au 1. Pour la suite, va falloir me suivre. On a un 1v1 du psy contre la doc qui est dans un robot qui est alimenté par le cœur de la mère de la psy. Voilà, faut me suivre. Ensuite, on a un twist interdit parce qu'en fait, c'est un cauchemar et elle se réveille, la psy, là où elle s'était réveillée au début du segment. Mais en fait, non, parce qu'elle est aussi entourée de Toons. Et c'est encore un cauchemar et ça devient Inception. Ça devient Inception jusqu'à ce qu'on ait le vrai twist final. Et en fait, c'est un gosse, sûrement le gosse du 1 ou du 2, qui joue avec un jouet qui est le jouet, c'est la psy, et l'autre jouet, c'est le Doc Carnage, et ce twist est cool. Non, je dois l'avouer, ce twist est plutôt sympa. Je vais pas trop revenir sur ce segment, parce que c'est clairement pour donner un préquel à la saga, ça a pas trop d'importance, juste le twist de fin qui est cool, mais à part la peluche, ce segment est pas ouf. Vraiment, vous pouvez le skip. Et nous, c'est ce qu'on va faire pour passer sur le 3e segment, qui est Personal Demons, et qui est le pire de tous. On va passer aussi très vite sur celui-là. Ça raconte l'histoire d'une ex-star qui est jouée par Brinke Stevens et qui revient dans le showbiz après sa cure de désintox. D'ailleurs, c'est Debbie Rochon qui joue le docteur de la cure. Debbie Rochon qui est vachement jeune dans ce moment-là, donc je pense qu'ils l'ont tourné il y a très longtemps, parce que je peux vous dire qu'elle a pris un coup de vieux depuis la Debbie Rochon, qui est très gentille d'ailleurs, mais elle a pris un gros coup de vieux, hein, la petite Debbie. Mais au moins, Debbie Rochon, elle va me permettre de parler d'un personnage qui est important pour Joe Castro. Et c'est pas Eloy Kaufman, comme j'aime bien en parler dans mes autres podcasts. Même si je crois qu'il a eu sa petite période de trauma, Joe Castro. Enfin, il est passé par la trauma en tout cas. C'est pas la première fois qu'on entend parler de Brinke Stevens et de Debbie Rochon en même temps, parce qu'en 2008, elles ont toutes les deux été représentées, donc j'imagine qu'elles ont eu un personnage dans le roman de Jonathan Mayberry, qui est Bad Mood Rising, le 3e volet de la saga Pin Deep, et elles ont été représentées en même temps que Tom Savini, et ça me permet d'introduire Tom Savini, donc je pense que vous le connaissez tous.
et c'est quelqu'un qui a énormément inspiré Joe Castro comme beaucoup de gens. C'est pour ça que je voulais pas le citer parce que Tom Savini est une évidence pour chaque film de mon podcast, j'imagine. En tout cas américain, je sais pas pour tout ce qui va être européen, asiatique, mais américain, c'est sûr que c'est une évidence qui a inspiré énormément de gens. En bref, pour ceux qui savent pas, c'est un gars qui est connu pour ses FX, mais il est aussi réalisateur, il est aussi acteur, enfin bref, c'est un grand nom et Joe Castro est amoureux de son cinéma. Bref, nous on revient avec le rôle de Bring Stevens qui joue une ex-star ex-droguée qui va se rendre dans le manoir de son ex-tante histoire de se préparer à son futur film parce qu'elle a réussi à décrocher un rôle et elle revient dans le circuit. Faut bien charbonner et apprendre son texte. Sauf que le manoir, vous vous doutez bien, il va être hanté. On va avoir l'archétype du voisin chelou. Elle va même faire des rêves bizarres à base de drogue. Elle va avoir de la coke qui va se présenter devant elle et qui va dire sniff-moi. Il va y avoir des champignons qui vont parler. Enfin bref, ancienne toxiqueur un peu touchée, mais c'est peut-être pas la drogue, hein, c'est peut-être que le manoir est hanté. On sait pas, c'est mystérieux. Attention, gros spoiler alerte, le voisin c'est le diable. Parce qu'il faut bien un diable dans chaque Terror Toon. Ils vont se fighter, c'est carrément nul, je vais tout skip. Juste un moment, t'as un nounours géant qui va pop. Et moi, comme ça me rappelle tellement l'intro de Dolls les poupées, et ben j'accepte ce moment et mon cœur reste ouvert. Elle arrive à se débarrasser du démon avec une baguette magique qu'on avait vu un peu plus tôt. Gros fusil de Tchekhov, Monsieur Joe Castro connaît les fondamentaux du cinéma. Sauf que elle aussi, elle va se transformer en démon à la fin. Enfin bref, le film est vraiment pas ouf. Bon, dans ce segment, tu vas retrouver du Los Angeles et une actrice qui est un peu déçue, qui tente de remonter la pente. C'est classique du cinéma américain, tous les réalisateurs passent par là. C'est un scénario classique un peu, moi forcément, c'est pas une actrice déchue, mais c'est, je pense forcément à Mulholland Drive. C'est un peu toute cette vibe justement autour de faire sa carrière à Hollywood. C'est un peu ce classique du ciné thriller américain que Joe Castro essaye de remanier à sa sauce, mais qui n'y arrive. Enfin, moi je trouve que ça ne prend pas du tout. Alors, est-ce que c'est que Joe Castro parce qu'il n'était pas tout seul à la réal, ça faut pas l'oublier. Moi je trouve que ça prend pas, parce que ça prend des longues routes californiennes, mais elles sont en fond vert, incrustées fond vert. Moi je trouve ça moche. Moi j'ai besoin d'espace, j'ai besoin justement que tu prennes du grand angle, que tu prennes des espaces qui sont larges, et là tu me fous tout ça en combiné numérique comme tu as l'habitude de le faire, ça prend pas pour ce genre. Je suis désolé. Puisque je suis méchant avec ce segment, autant l'être jusqu'au bout. Il y a un moment, ils prennent la peine d'introduire un mec chelou d'une gas station. Je sais pas pourquoi, c'est un archétype qui est fiché pour certains types de films. Là, je sais pas pourquoi tu me le mets à ce moment-là. Si c'est pour introduire le manoir, bah c'est chiant. C'est juste, même au manoir direct, qu'on en finisse avec cette purge. Voilà, vas-y, tu sais quoi, je vais pas être méchant avec ce truc. Je suis passé à côté, peut-être qu'il est bien... Je pense qu'il a été, ça a été un des premiers segments à être réalisé et je suis passé totalement à côté. On va directement passer à la suite qui est The Head of Monsieur Switch, ou le segment le plus incompréhensible du film mais le plus marrant en vrai. Je vais aller très vite avec celui-là, je pense que je vais aller très vite avec tous de toute façon. C'est la nuit d'Halloween, t'as une poupée gonflable qui va prendre vie pour dépuceler un groupe de jeunes qui sont déguisés. Et ouais, c'est tout. Non, c'est pas tout, qu'est-ce que je raconte ? Il faut écouter le titre, The Head of Monsieur Switch, bah t'as Monsieur Switch qui rentre en scène, donc c'est ce corps qui est enchaîné avec une chaîne et t'as un cadenas qui bloque la chaîne et t'as cette tête un peu mystique, je sais pas pourquoi il y a une sorte de globe au-dessus de sa tête et elle change, donc elle prend d'abord la forme d'un pouce, puis ensuite elle prend la forme d'une siamoise avec une tête collée, avec des tronçonneuses qui sortent de leur bouche aux deux têtes, qui découpent un des jeunes. Ça n'a aucun sens ce que je vais raconter. Et attention, encore une petite sonnerie. Il y a deux gars qui se vomissent et qui se pissent dans la bouche volontairement. Bon, je vous rassure, c'est en numérique. Et la tête, elle prend une forme de sexe féminin, genre vraiment visuel graphique, hein, vous l'imaginez très bien, à grandeur, enfin à taille de tête, voilà. Vous imaginez un entrejambe féminin sur la tête de ce Monsieur Switch. Et cette tête va aspirer l'intestin d'un des deux gars. Donc c'est-à-dire que l'intestin va sortir et ça va être un peu infini, je pense, je sais pas si c'est une référence au 1, mais t'as ce trou et l'intestin qui sort et qui est avalé par cette tête comme une spaghetti. C'est La Belle et le Clochard, version Joe Castro. Puis là vient le moment le plus cool de ce segment parce que Monsieur Switch va reprendre une tête normale et il y a un canon qui va se former autour de cette tête, donc c'est un long canon un peu, vous savez, dans les cirques projecteurs qui projettent des humains avec plusieurs couleurs, des petits logos, et je pense que je mettrai l'image sur la miniature YouTube dans un coin avec le Necronomicon de Evil Toon dans l'autre, et Monsieur Switch va tirer sa tête, et la tête va atterrir dans le dos d'un gars et se planter dans le dos d'un gars et tuer, du coup c'était le dernier gars qui restait.
Il les a tous tués, Monsieur Switch. Cette scène est vraiment sympa, mais il reste la Girls gonflable. Alors comment ils l'ont fait cette Girl gonflable? C'est juste qu'ils ont dû découper une poupée gonflable et la faire enfiler en fait à une vraie actrice. Il y a juste sa tête qui est vraie et sinon c'est déguisement de poupée gonflable en gros. Et elle vient à la rescousse, elle va tirer des missiles avec ses boobs. Bon en vrai c'est classique, on l'a déjà vu un peu partout ailleurs, surtout que le film il est de 2022. C'est pas nouveau, ça pourrait être en mode oh c'est énorme et tiens, non, on l'a déjà vu. J'ai trop rien à dire sur ce segment, à part qu'il est assez classique, t'as un petit développement, t'as ce groupe de jeunes, t'en as un qui a des problèmes qui est précoce, t'en as l'autre qui est impuissant, voilà c'est une comédie d'ado un peu teen movie détournée de Joe Castro et c'est peut-être mon deuxième préféré après Bee Killer ce segment. Et on finit avec le dernier segment qui s'appelle The Clucking et qui est super rapide. On retrouve Doc Carnage, donc du 1 parce que Doc Carnage il a évolué dans chaque film. Dans le 3 c'était lui avec un long nez. Dans le 4 au début le premier segment c'est un Doc Carnage qui est super vieux, qui est moche d'ailleurs, le masque est moche. Et là on retrouve ce masque du Dr Carnage 1 donc c'est cool. Et Dr Carnage il va pondre des œufs littéralement. On va voir la scène, on va voir des œufs sortir d'un trou arrière pour donner des naissance à plein de petites poules dans une sorte de salle de spectacle. Et ça va tout exploser, la ville va se faire envahir d'œufs. Et là, c'est le moment, enfin de poussins, pardon. C'est le moment de Joe Castro, c'est le moment final de cette saga. C'est une poule géante dans les rues d'une grande ville. La poule géante va écraser Joe Castro d'ailleurs. C'est une référence évidente à Godzilla. C'est C'est l'apogée, on va dire. Il a fait tout ce qu'il avait à faire avec les Terror Toons. Maintenant, laissez-lui faire un Godzilla. On lui a laissé ce moment-là, voilà. C'était The Clucking. Et là, c'est la fin de la saga. Et non, plot twist, en fait, tout ça, c'était un rêve de la psy. Et on se réveille encore dans cette scène où t'as la psy qui se réveille au même endroit dans son lit. Et ça, je l'avais oublié. Enfin, j'avais oublié l'existence de ce segment. Du coup, je me suis dit, ah, c'est cool. Oh, c'est cool quand même. Non, le twist est cool. C'est un twist interdit. D'abord, c'est qu'un rêve. Mais là, au vu du film, au vu des segments et tout, je trouve ça trop bien. Et globalement, qu'est-ce qu'on en pense de ce Terror Toons 4 ? C'est passable, ça reste un Terror Toons qui est différent et sympa à découvrir. Ouais, il a cette identité de Terror Toons, comme chaque Terror Toons ont leur identité, à part le 1 et le 2. Mais sinon, le 3, enfin 1 et 2, 3 et 4 ont leur identité, c'est ça qui est cool, c'était ça qui était bien aussi avec les Violent Shit, et c'est ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de chaque film indépendamment dans une saga, de par leur identité qui est peu dégagée ou non. Et ça, du coup, ça nous a offert du contenu, en tout cas, ça nous a offert du divertissement. T'as ce côté qui rend hommage à la saga, mais t'as aussi ce côté qui rend hommage à plein d'autres genres différents. Il y a des moments sympas, il y en a d'autres chiants. C'est sûrement aussi parce que ça a souffert, on va pas se le cacher, de 10 ans de production. Les 10 ans, elles sont justifiées par Joe Castro qui, lui, préfère la qualité au rush. Mais bon, on va pas faire les aveugles, ces 10 ans de prod ont un poids sur le film. Après, les 10 ans de prod sont peut-être justifiés aussi par le fait que c'est un passage de flambeau, le fait qu'il collabore avec un jeune réal. Ça se ressent peut-être aussi dans le découpage qui est très étudiant par instant, notamment au début. Peut-être qu'il l'a laissé un peu faire, expérimenter. Parce que Joe Castro, au final, il partage quand même sa saga phare. Il ouvre sa saga phare. Et moi, je trouve pas que ça le dessert, mais je trouve que ça montre la transformation de Joe Castro qui s'est assagi, c'est devenu un mentor. Ouais, ça clôt très bien son arc Terror Toons 4, enfin pour l'instant. Parce qu'il est pour moi une sorte de coussin sur lequel on peut atterrir après tout ce qu'on vient de dire, après toutes les émotions que nous ont véhiculées les autres. Ce Terror Toons 4 permet de se calmer, de se reposer, de comprendre réellement quels sont les projets futurs de Joe Castro et comprendre réellement qui il est devenu. Ça reste mid Terror Toons 4, mais nous on est dans la fougue de notre jeunesse et le to be continued du Terror Toons 3, il nous a tellement mis en attente qu'on attend ce Terror Toons 5 avec grand plaisir. Je ne sais pas s'il sera réalisé un jour ou ça sera peut-être dans 10 ans comme on a l'habitude d'avoir maintenant avec les Terror Toons. Même Joe Castro, lui, il a avoué, c'est ce que je disais précédemment, de se dire c'est quoi ce bordel quand il a vu Terror Toons 3. Donc on n'est pas à l'abri que Terror Toons 5, si un jour il doit exister, qu'il soit complètement différent du reste, et ça serait trop bien aussi. Ou alors ça serait la suite de Terror Toons 3 mais complètement différente, et je l'accepte aussi, mais voilà, on va arriver sur une fin de Terror Toons. Hein. Notre Joe Castro, on va le quitter là. Lui, il continue d'avancer sur des projets. J'ai même pas regardé s'il avait réalisé des films. Oh, j'ai pas fait mon devoir. Je suis un peu méchant. Mais j'ai fait mon devoir. Je sais qu'il a travaillé depuis Terror Toons 4 sur 27 projets.
c'est énorme. Enfin, 27 moins 9, parce qu'il y en a 9 qui sont à venir sur MBD, je les ai comptés, hein, c'est juste ça mon travail. Voilà, je suis assez content. Foncez voir Terror Toons, je suis archi content d'avoir découvert ça. Là, je parle à cœur ouvert, j'ai même plus mes notes. Ça fait du bien d'avoir terminé ce podcast parce que ça a été long. Ça a été long de l'enregistrer. Des moments où il fallait que je réenregistre et il y avait les tracteurs et c'était long. Mais je ne me plains pas, au contraire, je suis trop content d'avoir découvert Evil Toon. Enfin, Evil Toon, non, je suis pas content d'avoir découvert Evil Toon. Terror Toon, je suis trop content d'avoir découvert cette saga et de pouvoir de l'avoir partagé comme ça, d'avoir parlé pendant si longtemps dans mon micro, dans mon grenier, en chemisette ouverte, en short et en chaussettes. Je suis heureux. Et foncez voir Terror Toon si vous ne l'avez jamais vu. Et si vous l'avez vu, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ça a été un peu long. Je pense que on est combien ? On est le 18 juin 2025 quand j'enregistre ce podcast. Et normalement, il va sortir le 28 juillet 2025. Donc dans plus d'un mois. J'ai le temps parce qu'en fait, j'ai un été qui est quand même vachement chargé. Donc j'aurai peut-être pas le temps d'enregistrer des podcasts. J'aurai même sûrement pas le temps d'enregistrer des podcasts. J'aurai le temps d'en enregistrer un. Je sais sur quoi ça va... Enfin, laquelle saga sera abordée dans ce... Oh, je ne sais plus parler. Bref, je sais déjà quel film on va traiter dans le prochain podcast. Ça sera un peu plus calme, mais vous allez voir, ça va commencer à faire un petit turnover. Là, on a bien rigolé avec Bloody Toon. On va un peu moins rigoler dans le prochain podcast et dans le podcast numéro 5, parce que j'ai déjà commencé celui qui va sortir du coup normalement le 28 septembre. Lui, je pense que je vais détruire ma santé mentale. Donc c'est pour ça, il faut que je me repose, il faut que je profite pleinement de mon été. Avant de détruire mon cerveau. Ben non, mais je vais sûrement le travailler en août, mon podcast de septembre. Et voilà. Sur ce, on se dit à fin août pour le prochain podcast qui sera plus chill, celui-là. On va traiter de 3 films. Il sera plus chill et on se donnera rendez-vous en septembre pour du vénère, pour du bien vénère. Sur ce, je vous dis un petit salut. Je vous laisse avec la petite outro Critters 2 qui fait plaisir et ciao. Peaceful little town. Into dinner. Critters